The 40,000 Lady. Est-ce que vous savez pourquoi on me surnomme ainsi ? « 5 x 8, 40. 5 x 8000, 40 000. Quand on parle de 8000, dans le jargon de la haute montagne, on fait allusion aux 14 sommets qui culminent à plus de 8000 mètres en Himalaya. Eh bien moi, j'en ai gravi 5, dont l'Everest, le toit du monde, le point culminant de la planète, l'endroit au monde où on ne peut pas aller plus haut. Le top. Donc ce soir, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est comment on va au sommet. Parce que je ne suis pas sûre qu'on vous ait raconté ça souvent. Parce que pour moi, il faut être un suiveur pour arriver au sommet. Donc je vais vous poser une question. Et si pour arriver au top, il fallait être un follower ? Mon expérience avec la très haute altitude a démarré il y a une quinzaine d'années, avec une étape importante en 2004, où j'ai gravi le Mont Blanc sur un pari, avec un ami qui était malade et qui avait le rêve de gravir le Mont Blanc. Et moi, je lui ai fait le pari qu'on arriverait au sommet dans l'année. Lui a réalisé son rêve, et moi, j'ai démarré le mien. J'ai enchaîné ensuite 4000 mètres, 5000 mètres, 6000 mètres, 7000 mètres. Et là, on arrive à la barre fatidique des 8000. Est-ce que je suis capable ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais oser ? Et c'est en printemps 2012 que j'ai l'opportunité de rejoindre une expédition suisse en Himalaya, au Tibet, où nous avons gravi 2 sommets de plus de 8000 mètres en une saison. Le Shishapangma et le Cho Oyu. Et quand je suis rentrée à Genève, j'ai demandé des statistiques et il s'avère qu'on n'est qu'une dizaine de femmes dans le monde à avoir gravi 2 sommets de plus de 8000 mètres en une saison. Donc je peux vous dire que j'étais quand même assez fière. Et pour revenir au Cho Oyu, le sommet de cette montagne, c'est un immense plateau sommital comme ça qui culmine à 8200 mètres. Et quand on arrive au bout, et qu'on bascule, on se retrouve face à l'Everest. Si vous connaissez quelqu'un qui a gravi le Cho Oyu d'ailleurs, demandez-lui ce qu'il a vu, et s'il ne vous dit pas qu'il a vu l'Everest, c'est qu'il n'est pas été en haut. Il est resté à l'épaule. Et là, il s'est produit un truc incroyable. C'est que les Sherpas de notre expédition sont rentrés en contact radio avec les Sherpas qui se trouvaient exactement au même moment au sommet de l'Everest. Donc ça a été une émotion absolument intense, un plan psychologique, certainement, car 2 ans après, jour pour jour, le 25 mai 2014, j'étais au sommet de l'Everest. Alors là, les gens, ils ont commencé à me demander de parler de mon histoire. Parce qu'un Everest, avec tous les superlatifs que ça comporte, ça se raconte. Mais plus pragmatiquement, tout d'abord, un Everest, c'est quand même 55 000 francs suisses. C'est 55 nuits sous la tente, au-dessus de 5000 mètres. C'est 3 douches en 2 mois. Mesdames, c'est 3 shampoings. Ça vous tente ? C'est moins 15 sous la tente, en moyenne, la nuit. Donc imaginez sur les camps d'altitude. C'est 200 yaks pour transporter toute la logistique du camp de base au camp de base avancé. Mais un Everest, c'est aussi, dans la zone de mort, au-dessus de 8000 mètres, 6 cadavres
que l'on croise jusqu'au sommet. Et quand je suis rentrée à Genève, j'ai mon copain canadien, Jean-Philippe, avec qui j'ai beaucoup grimpé, qui m'appelle et qui me dit « Alors, raconte-moi ton Everest, comment c'était ?» et tout. Alors je lui raconte et tout. Puis tout d'un coup, il me dit « Et dis-moi, après le 3e ressaut rocheux, il y avait toujours le cadavre ?» Alors je lui dis « Ouais, en effet, oui, juste avant le sommet, il y avait un cadavre. » Il me dit « Tu sais que c'est Franck ?» Et Franck, c'était son compagnon de cordée en 2010, quand ils ont tenté l'Everest aussi sur la face nord, comme nous. Et Jean-Philippe lui a renoncé, et Franck lui est parti seul, sans oxygène, et il est mort d'épuisement juste avant le sommet. Heureusement que je ne savais pas que c'était Franck, franchement, parce que je pense que ça aurait été vraiment un facteur qui m'aurait fait faire demi-tour. Un Everest, c'est ça aussi, avec quelques images. Ça fait froid. Là, je vais vous dire. Là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et on est hyper motivé. Mais on serait vachement mieux ailleurs. Oh putain, si ça fait ça toute la nuit. Psychologiquement, d'entendre le bruit du vent comme ça, c'est affreux. Mais regarde la caméra, ma grande. Oh putain. Non, là, c'est pas facile. Là, c'est pas facile du tout, même. Mais on savait, hein, ça allait pas être facile, là. 10h moins le quart. 21h45. Avec les lunettes de soleil aussi, pour le vent. Là, c'est un moment quand même assez exceptionnel parce qu'on se sent très haut, physiquement, esthétiquement, le paysage, on domine le paysage. Et puis à un moment donné, je me retourne parce que je sens le soleil émerger et là, bonheur, je vois Sophie arriver avec sa belle doudoune orange, son pantalon jaune. Et vraiment, elle est dans l'axe de la caméra, dans l'axe de la grande arête est, le lever de soleil derrière. Bon voilà, moi je garde cette image super forte à ce moment-là, quoi. C'est fort, quoi. C'est magique. Incroyable. Yeah! Alors je préfère vous montrer ces images parce que franchement, c'est une telle émotion quand on est sur le toit du monde comme ça que j'ai encore pas trouvé vraiment les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti là-haut. Mais vous devez vous demander que je suis certainement un guide de haute montagne, une professionnelle de la montagne, une performeuse ou mais non, moi je suis rien de tout ça. Moi j'ai plutôt l'impression, j'ai envie de me qualifier d'une madame tout le monde qui grimpe par passion et détermination. Ça vient de là, on a cette envie d'aller en haut là. Et puis ça marche, j'y arrive modestement mais efficacement. J'arrive en haut comme les grands himalayistes. Donc il y a quand même quelque chose, il y a un secret.
Dans ma carrière professionnelle, j'ai plus souvent été qualifiée, ce qu'on appelle communément d'un leader. J'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe à Genève. J'ai travaillé aussi pour des grands groupes de cosmétiques, comme un groupe français comme Clarins. J'ai dirigé une société événementielle, financière. Et là, badaboum, 2008, la crise. Il y a tout qui s'écroule, le business model. On a survécu jusqu'en 2011, et là, on est obligé de fermer l'entreprise. Et là, j'ai envie de dire, mais merci la crise. Merci. Pourquoi ? Parce que j'avais un agenda vide, j'avais une page blanche, et j'avais du temps. Parce qu'un 8000, c'est 2 mois. Donc il faut du temps. Et c'est là donc que je pars pour mon aventure du Shishapangma et du Choyu. Et j'enchaîne avec l'Everest en 2014. Et ensuite, en 2015, je suis au sommet du Gasherbrum 2, au Pakistan. Et cette année, j'étais au sommet du Makalu, qui culmine à 8481 mètres au Népal. Donc ça marche. Et j'y vais. Et j'enchaîne. Donc maintenant que vous savez qui je suis, ce que je fais, d'où je viens, je vais vous expliquer comment ça marche. Parce que de nouveau, j'en reviens à mon introduction, c'est en suivant qu'on arrive au sommet. Donc je vais vous expliquer ce que c'est que pour moi le followership. Un leader seul, il va nulle part. Un leader, il s'entoure de followers. Et bien en montagne, c'est la même chose. Un guide de haute montagne, s'il est seul, c'est un performeur. Okay, donc un guide, s'il s'entoure, il va prendre des alpinistes avec lui. Donc pour moi, le meilleur exemple, c'est la cordée. Vous pouvez avoir le meilleur guide de haute montagne de la planète. Si les alpinistes qui sont accrochés à sa corde, ils ne sont pas compétents, ils n'iront jamais au sommet. Donc je vais même aller plus loin. Pour moi, c'est les compétences des followers qui donnent la sécurité aux leaders. Le guide, il est devant, il a la vision de la montagne, l'expérience, il connaît son itinéraire et tout, mais il n'est pas infaillible. Il peut tomber dans une crevasse. Et si les gars qui sont accrochés à sa corde, ils ne savent pas faire un mouflage pour le sortir du trou, ils vont tous y tomber. Eh bien en entreprise, c'est la même chose. Le followership, c'est ce que j'appelle le leadership du follower. Mon Everest, je peux vous le résumer en 3 mots. Un rêve, un projet, un sommet. J'ai été leader de mon projet. J'ai cherché les fonds, j'ai trouvé la logistique, j'ai aménagé mon temps, j'ai trouvé les personnes pour m'accompagner. J'ai été totalement leader de mon projet. Et quand je suis arrivée sur la montagne, il y avait un guide de haute montagne qui était leader. Mais le leader, c'est aussi le cook sur le camp de base qui nous fait à manger tous les jours. Le leader, c'est le serdar, le chef des Sherpas, qui va coordonner la fixation des cordes sur la montagne, le portage de l'oxygène. Le leader, c'est aussi le prévisionniste météo, qui nous envoie les bulletins tous les jours. Puis je peux vous dire que celui-là, il est important, parce que si la météo, elle est fausse, on est en zone de mort, de nouveau. Donc, le rôle, il est interchangeable. On est leader et on est follower en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'en entreprise, ce soit la même chose ? Le followership, c'est l'esprit d'équipe. Si on va sur le Gasherbrum 2 au Pakistan, dernier camp d'altitude, 7000 mètres, sommet 8035 mètres, donc 1000 mètres de dénivelé. Il y a peut-être qu'il faut un peu de montagne. 1000 mètres de dénivelé à ces altitudes-là, c'est extrême, c'est énorme. On a de la neige jusque-là. On est la première expédition, donc il faut tracer. On part à 10. On a mis 16 heures pour atteindre le sommet. Okay ? Et à cette altitude, on peut rarement aller plus vite qu'entre 3 et 5 secondes par pas. C'est-à-dire que vous posez votre pied, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. On ne peut pas progresser plus vite. Avec l'hypoxie et la complexité, la raideur de la pente, ce n'est pas possible. Donc on se relaie à peu près toutes les 10 minutes. Donc on est parti à 10, on est arrivé à 3 au sommet. Donc pour moi, c'est une vraie réussite d'équipe. Seule, j'y serais jamais arrivée.
En entreprise, c'est la même chose. Le followership, c'est savoir gérer le doute. Un follower, c'est pas un mouton. Un follower, par exemple, sur l'Everest, nous on est arrivés au camp 3, donc à 8300 mètres, avec un temps épouvantable. Il neigeait, il y avait du vent, on était dans un brouillard. Et là, on reçoit un bulletin météo qui nous dit « il fait beau ». Je peux vous dire que là, vous avez le droit de douter. Non seulement vous avez le droit, mais il faut douter. Il faut. Le doute, la peur, c'est des facteurs extrêmement bloquants. Vous allez sortir de votre tente, vous allez faire 3-4 pas et puis faire demi-tour. Vous n'allez jamais arriver au sommet. Donc là, il faut prendre les radios, il faut rappeler le camp de base, il faut demander au leader, il faut s'interroger, il faut reprendre un bulletin météo. Il faut être sûr que la météo va s'améliorer dans le courant de la nuit quand on va arriver au sommet. Donc en entreprise, c'est la même chose. Donc en fait, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir envie de se dépasser. Et surtout, il faut être fier de ses succès de follower. Parce que le leadership n'est rien sans le followership. C'est comme une médaille à deux faces. L'une ne va pas sans l'autre. Donc je vous repose la question. Et si pour aller au top, pour aller à votre top, il ne faudrait pas être follower? Donc je vous remercie de m'avoir écouté et surtout, je vous remercie de m'avoir suivi.